Le Bénin franchit une étape majeure dans la reconnaissance de son histoire avec la promulgation de la loi permettant aux descendants de déportés lors de la traite des Noirs d'acquérir la nationalité béninoise. Cette décision, prise le 2 septembre dernier par le gouvernement de Patrice Talon, marque un tournant significatif dans les relations entre le pays et sa diaspora dispersée par la traite négrière. Cette initiative législative vise à rétablir des liens séculaires brisés par les traumatismes de l'esclavage. Elle offre aux descendants africains la possibilité de renouer officiellement avec leur terre d'origine, répondant ainsi à une quête identitaire profondément ancrée chez de nombreux afro-descendants à travers le monde. Le processus d'obtention de la nationalité béninoise pour les afro-descendants s'annonce rigoureux. Les candidats devront fournir des preuves tangibles de leurs ascendances africaines, que ce soit par le biais de témoignages, de documents d'état civil ou même de tests ADN. Une fois cette étape franchie, un droit provisoire de 3 ans leur sera accordé, sous condition d'un séjour au Bénin. Il est important de noter que la naturalisation n'est pas automatique. Des critères de moralité stricts ont été établis, incluant l'absence de condamnation pour crimes graves afin de prévenir toute déchéance de nationalité ultérieure. Nous lui avons fait part de quelques perspectives de poursuite des réformes qui permettent une représentativité plus grande des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais surtout, l'accent a été mis sur l'ambition que nous nourrissons au sujet de l'envergure que nous voulons donner aux rencontres intergénérationnelles et de l'idée de faire de ces rencontres intergénérationnelles un véritable creuset de réflexion, de partage d'expériences, mais surtout d'ancrage à l'institution de la Nyon-Kogi, aux Amazones, à la réhabilitation de la reine Rangbe, pour que nous ayons une source identitaire par rapport à l'exercice du pouvoir politique féminin traditionnel qui en fait existe depuis plus de 5 siècles. Et il faut ici rendre à César ce qui est à César, en précisant que cette initiative a été l'idée de la vice-présidente de la République et nous accompagnons cette initiative. Nous étions avec elle l'année dernière, nous sommes encore avec elle cette année et vraiment le chef de l'État nous a non seulement félicité, mais encouragé et nous a partagé avec nous des idées qui pourraient nous aider à renforcer l'envergure de ces assises et en faire même un outil allant jusqu'à la formation des jeunes femmes qui veulent entrer en politique. Alors il faut retenir les 19, 20 et 21 et savoir que les 19, 20 et la matinée du 21 seront consacrés vraiment aux communications, mais surtout aux échanges. Et le point culminant sera la célébration de la Ghani de la Nyon-Kogi dans l'après-midi du 21 septembre. Le Bénin accueille la 18e édition de la conférence et exposition annuelle du Kaju de l'Alliance pour le Kaju africain ACA du 17 au 20 septembre 2024. Bâtir les capacités pour une industrie durable en Afrique de l'Ouest, c'est le thème qui a réuni chercheurs, experts et partenaires techniques de la filière ANACAD dans ces locaux de Sofitel Hôtel de Cotonou. Cette conférence constitue une plateforme d'échange et de réflexion pour développer une industrie de transformation plus compétitive, inclusive et durable. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui et pendant 4 jours est d'une grande opportunité pour la promotion du cajou en Afrique, en ce sens qu'il permettra aux participants de l'industrie du monde entier, ici présents, de partager leurs expériences, d'apprendre les uns des autres, de négocier des partenariats, de délibérer sur des mesures de renforcement de l'efficacité de l'industrie globale
et de faire des affaires entre acheteurs, vendeurs et consommateurs des produits de cajou ou des services qui y sont rattachés. Nous sommes à un tournant. Le Bénin, mon pays, doit accéder à un développement agro-industriel en transformant la totalité de nos ressources. Nous pouvons non seulement générer plus de valeur ajoutée, mais surtout sortir des millions de personnes de précarité. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons aujourd'hui. Cette conférence n'est pas seulement un lieu d'échange, mais un catalyseur de changement pour bâtir une industrie de la transformation plus compétitive, inclusive et durable. Pour Alimatou Chadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, le thème de cette 18e édition est particulièrement pertinent. Notre continent, l'Afrique, est le premier producteur mondial de noix de cajou brut pour une production de plus de 2 millions de tonnes par an. Malheureusement, moins de 10% de cette production est transformée à ce jour. C'est une situation amère pour nos États, car aucune nation, aucun peuple ne peut valablement se développer, ni tirer un maximum d'avantages de son secteur agricole en exportant systématiquement ses produits bruts. Et c'est pour cela que je suis entièrement en phase avec ACA sur le thème de cette conférence qu'est renforcer les capacités pour une industrie du cajou africain durable. Cette rencontre vise donc essentiellement à identifier les aptitudes et les compétences requises pour une industrie africaine durable du cajou, à évaluer les capacités actuelles et les lacunes en matière de performance au sein de l'industrie, et enfin à mettre un accent particulier sur la politique d'interdiction totale des exportations de noix brutes et les différentes initiatives qui visent à soutenir la transformation de la noix de cajou en Afrique. Donc cette conférence est de dire qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons transformer? Est-ce que nous voulons nous développer ou pas? Créée en 2006, l'Alliance pour le cajou africain est une association d'entreprises africaines et internationales engagée à promouvoir une industrie du cajou compétitive à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, près de 130 entreprises membres de l'ACA couvrent tous les aspects de la chaîne de valeur du cajou, y compris les producteurs, les transformateurs, les négociants et les acheteurs internationaux. Ceux qui vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir placer, c'est fini. On te mettra les moyens où tu iras payer les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000, on a réduit à 300 et là on réduit à 0. Donc tu mets l'essor. Il faut être courageux. Et tous les agents de la ICG, conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu me les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Pour vous accompagner et pour sauver la maison, ça fait 3 jours que j'échange avec les banquiers. Ils me proposent un plan d'appui budgétaire pour la SCJ. Une enveloppe de 150 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA, sera disponible dans 1 mois et demi. Que l'on se mette tous au travail pour que ces mesures marchent. L'essor vers la félicité que les Gabonais attendent passe par la mise à disposition d'une plus grande capacité énergétique. On ne peut se prétendre un pays développé si on n'a pas d'énergie.
si on n'arrive pas à fournir de l'eau dans les ménages. Et ça fait honte. Je vous dis, regardez ce que nous sommes tous en train de réussir pour les Gabonais. Comment ils sont contents. Comment ils applaudissent dans les quartiers. Et la tâche d'huile, c'est la ECG. Le CTR, il veut apporter de l'eau dans le robinet de tous les Gabonais. Cet objectif doit être perçu par tous comme un intérêt supérieur de la nation. Il se situe au-dessus des calculs syndicaux et des égos inutiles qui n'ont jamais rien apporté à ce pays depuis plus de 64 ans. Vous faites la guerre. Pourquoi? Faites comme chez nous les militaires. Il y a un chef, on le respecte et on suit ce qu'il décide. On lui donne un temps et il réalise ce qu'il peut réaliser. Parce que demain, vous aussi, vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas, ceux qui vous regardent, quand vous serez chef, ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups bas que nous appelons les pots de banane. Maintenant, je vous invite à aller au travail, plus loin, avec abnégation et sérieux. Les Gabonais veulent voir des résultats. Ces résultats, on doit les apporter en l'espace de 6 mois. Les dernières troupes américaines ont quitté le Niger. La porte-parole du Pentagone l'a annoncé ce lundi. Seul un petit nombre de militaires affectés à la garde de l'ambassade des États-Unis restent sur place. Au début de l'année, les militaires au pouvoir au Niger ont mis fin à un accord qui permettait aux troupes américaines d'opérer dans le pays. Quelques mois plus tard, les responsables des deux nations ont déclaré dans un communiqué commun que les troupes américaines achèveraient leur retrait à la mi-septembre. Bien que les États-Unis ont remis leur dernière base militaire dans le pays aux autorités locales le mois dernier, environ 2 douzaines de soldats américains étaient encore sur place pour accomplir des tâches administratives liées au retrait. Le retrait des troupes américaines du Niger à la suite du coup d'État de l'année dernière oblige Washington à abandonner des bases essentielles qui étaient utilisées pour des missions de lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Niger était considéré comme l'un des derniers pays de cette région agitée avec lequel les pays occidentaux pouvaient s'associer pour lutter contre les insurrections djihadistes croissantes. Les États-Unis et la France avaient jusqu'à récemment plus de 2500 militaires dans la région. Le calme est revenu à Bamako après une attaque meurtrière du GSIM qui a visé l'école de gendarmerie à Faladier et une base de l'armée de l'air malienne près de l'aéroport Modibo Keïta Sénou. Le général Ouma Diarra a assuré que la situation était sous contrôle après d'intenses combats qui ont duré jusque dans l'après-midi du mardi. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu te dis, il faut éviter les amalgames. Les terroristes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque menée à Bamako, diffusant des images montrant d'épaisses fumées s'élevant de l'aéroport Modibo Keïta, ainsi que du hangar abritant l'avion présidentiel. Selon plusieurs sources, les assaillants ont mis le feu à plusieurs appareils militaires sur la base 101 de l'armée de l'air située à proximité de l'aéroport. Au Gabon, la société civile suggère une réforme constitutionnelle. Jusqu'au 22 septembre, les parlementaires de la transition analyseront les propositions afin de soumettre des amendements à la Constitution et les militaires au pouvoir prendront la décision finale. Plusieurs aspects du texte sacré de la République gabonaise seront examinés, entre autres la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans
et l'allègement des conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Les collectifs citoyens demandent aussi la suppression du poste de vice-président de la République et exigent une plus grande clarté sur les critères de destitution du président de la République, selon le porte-parole de la société civile, Sentiment Ando, interrogé par Radio France Internationale. Cependant, le projet est rejeté par un candidat à la future présidentielle. Il s'agit de Daniel Mengara qui dénonce un projet consacrant un hyper-présidentialisme qui, selon lui, a déjà fait beaucoup trop de mal au pays. Il demande le retour à la constitution consensuelle de 1991. Au Soudan, le bilan de l'épidémie de choléra est en hausse. Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que 266 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte le total à 9 533 depuis le mois d'août, dont 315 décès. L'épidémie de choléra a été déclarée au Soudan le 12 août dernier. Dans le même rapport, le ministère a indiqué que le nombre de décès dus aux inondations et aux pluies dans l'ensemble du Soudan s'élevait désormais à 225 et que 889 autres personnes avaient été blessées. Plus de 35 794 maisons ont été gravement endommagées, tandis que 40 741 autres l'ont été partiellement du fait des inondations et des pluies torrentielles depuis le mois de juin. La semaine dernière, l'Organisation internationale pour la migration, OIM, a annoncé que plus de 178 000 Soudanais avaient été déplacés à cause des inondations et des pluies dans 15 des 18 États depuis juin. Le Zimbabwe prévoit d'abattre 200 éléphants pour nourrir la communauté confrontée à une famine aiguë, à la suite de la pire sécheresse depuis 40 ans. L'annonce a été faite mardi par les autorités chargées de la faune et de la flore. La sécheresse provoquée par le phénomène El Niño a anéanti les récoltes en Afrique australe. 68 millions de personnes ont été impactées et sont exposées à la pénurie alimentaire. Selon le Programme alimentaire mondial, 7,6 millions de personnes feront face à l'insécurité alimentaire de janvier à avril de l'année prochaine au Zimbabwe. Tinashe Farao, porte-parole de l'autorité des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe, a précisé que la viande d'éléphant serait distribuée aux communautés touchées par la sécheresse. Toutefois, la mesure est décriée par les organisations de défense de la faune et de la flore, qui estiment qu'il est possible d'explorer d'autres solutions. Pour rappel, la Namibie avait annoncé la même mesure en début septembre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a prêté serment mardi pour un second mandat, après avoir été élu lors d'un vote écrasant marqué notamment par des questions sur le décompte des voix. Le chef d'État a pu reprendre ses fonctions à l'issue d'une cérémonie officielle organisée au Palais des Nations, à Alger, en présence des plus hautes institutions du pays. Le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, a articulé le serment et le président a prêté serment en le répétant mot à mot, la main droite posée sur le Coran. Samedi, la Cour constitutionnelle du pays a certifié la victoire de Tebboune lors de l'élection qui s'est tenue le week-end précédent, après avoir refait le décompte des voix que lui-même et ses deux adversaires avaient contesté. La Cour a déclaré qu'elle avait examiné les données de vote locales pour répondre aux questions concernant les irrégularités dénoncées. Au Proche-Orient, des beepers ont explosé au Liban et dans certaines parties de la Syrie. Des attentats presque simultanés qui ont tué au moins 8 personnes mardi, selon des responsables gouvernementaux et du Hezbollah. Ces derniers ont pointé du doigt Israël dans ce qui semble être une attaque à distance ultra sophistiquée. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Depuis l'attaque du 7 octobre sur l'État hébreu, invectives et échanges de feu sont quasi quotidiennes entre Israël et le Hezbollah en marge des bombardements ininterrompus d'Israël sur Gaza.
Le ministère de la Santé de Gaza a récemment indiqué plus de 41 000 morts à la suite des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne. Et mardi à Beyrouth, le fils d'un membre du bloc du Hezbollah au Parlement libanais figurait parmi les personnes tuées. Les fils de 2 autres hauts fonctionnaires ont été blessés, selon un responsable du Hezbollah. Le ministre iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelali, a reçu mardi au Caire son homologue hongrois, Péter Szijjártó. Il était question entre les 2 chefs de diplomatie de relations bilatérales et de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. La situation catastrophique dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ont été au premier plan de nos discussions. L'accent a été mis sur la priorité absolue que constitue la cessation immédiate de l'agression et le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ainsi que la conclusion d'un accord. Et c'est ce que la partie égyptienne a souligné. L'importance de parvenir à un accord qui conduise à la libération de tous les otages et captifs détenus, tout en garantissant l'accès complet et inconditionnel à toute l'aide humanitaire et médicale à notre peuple dans la bande de Gaza. Péter Szijjártó a reconnu les efforts de l'Égypte pour la conclusion d'un accord.